Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon portefeuille d'ETF long terme. Ce portefeuille il est conçu pour les personnes fainéantes, les personnes qui ne veulent pas suivre la bourse, qui veulent prendre très peu de risques, mais qui aimeraient quand même profiter un peu du rendement des marchés financiers dans une optique de long terme. Une précision avant de commencer, ce dossier il est entièrement gratuit, j'ai une newsletter payante et j'ai aussi créé un dossier avec 15 actions pour les 10 prochaines années qui est payant, mais je voulais garder celui sur les ETF entièrement gratuit. La raison c'est que j'estime que ça devrait être la base pour toute personne qui souhaite mettre un petit peu de bourse dans son patrimoine. Un rappel avant de commencer, cet exemple de portefeuille et tous les ETF associés que je vais présenter ne sont pas des recommandations d'investissement, c'est seulement des idées dont vous pouvez vous inspirer ou pas pour vos investissements. Une notion importante avant de commencer, il existe principalement deux sortes d'ETF, les capitalisants et les distribuants. Un ETF peut détenir des actions d'entreprises qui versent des dividendes. Les ETF capitalisants vont garder ces dividendes et les réinvestir dans les actions qui composent l'ETF, tandis qu'un ETF distribuant va mettre de côté ces dividendes et les verser périodiquement, souvent c'est tous les mois ou tous les trimestres, aux détenteurs de parts d'ETF comme un dividende sur une entreprise. Ma préférence va pour les capitalisants car c'est les plus simples à gérer. Avec les ETF capitalisants, je n'ai pas à réinvestir ces dividendes, c'est fait automatiquement dans l'ETF, je n'ai pas à m'en soucier. Et pour moi, les ETF distribuants sont davantage destinés à ceux qui cherchent des rentes. Par exemple, vous avez 1 million d'euros et vous souhaitez recevoir chaque trimestre une rente de ce million. Dans ce cas, un ETF distribuant peut faire sens. Avant de vous présenter ces 5 ETF, je veux vous expliquer comment je les ai choisis. Et en réalité, je me suis fixé 4 objectifs. Je voulais un portefeuille le plus diversifié possible en termes de secteur, mais surtout de zone économique. J'ai donc choisi des ETF qui permettent de s'exposer aux États-Unis, à l'Europe et à l'Asie, qui sont les 3 plus grandes zones économiques dans le monde. Je voulais également un portefeuille facile à gérer, c'est pour cette raison que j'ai privilégié des ETF que toutes les banques ou courtiers proposent, et je voulais aussi qu'il soit éligible au PEA, car c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse en France. Une précision pour toutes les personnes qui me regardent depuis la Belgique, la Suisse ou d'ailleurs dans le monde, la plupart des ETF que je vais citer dans cet article sont conçus pour être dans un PEA, cependant, si vous n'avez pas cette contrainte du PEA, vous trouverez facilement des ETF émis par les grands émetteurs d'ETF de ce monde, que sont Vanguard, iShares, etc., qui répliquent les mêmes indices, et en gros vous trouverez facilement des alternatives. Pour finir, je voulais mettre l'accent sur certaines thématiques porteuses. Et donc l'objectif recherché est d'être exposé aux pays thématiques qui devraient afficher une forte dynamique sur les 10 prochaines années. Donc voici mon portefeuille. Il est constitué de 5 ETF, un ETF sur les pays émergents asiatiques, un ETF sur le S&P 500 américain, 2 ETF sur l'Europe, dont un sur le Travel and Leisure, c'est le voyage et le secteur du loisir, et un autre sur les technologies, et pour finir, un ETF sur l'indice World Water qui mise sur le secteur de l'eau. Maintenant, je vais vous expliquer en détail un petit peu tout ça. Juste ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, c'est la répartition. En gros, vous avez 30% sur l'Asie, 30% sur les US, 20% sur l'Europe, et le Lyxor PEAO qui représente 20% de mon portefeuille, il est en réalité 50% US, une quarantaine de pourcents Europe et une dizaine de pourcents en Asie. Alors pourquoi j'ai choisi l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia? Je voulais absolument être exposé aux pays émergents, car comme vous pouvez le voir à votre écran dans ce schéma, ces marchés ont sous-performé les marchés développés ces dernières années pour diverses raisons, et ce, alors que ce sont des pays qui devraient afficher les plus fortes croissances sur les prochaines décennies. Et la deuxième question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi cet ETF sur l'Asie spécifiquement? Parce qu'il existe un ETF très connu, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le MSCI Emerging Market, qui reprend tous les marchés émergents. En fait, la principale différence entre cet ETF qui reprend tous les marchés émergents et l'ETF Emerging Asia que j'ai sélectionné, c'est le Brésil. Et à titre personnel, j'ai pas envie de m'exposer à ce pays car il est pour l'instant politiquement instable, il y a un gouvernement un petit peu nationaliste, il y a une grande crise sociale, et en fait il n'a pas d'avantage économique certain, c'est un pays qui est très dépendant des matières premières, donc je préfère me concentrer sur l'Asie au sens large, avec cet ETF qui m'expose principalement à la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde. Pour ce qui est des États-Unis, moi j'ai toujours cette phrase en tête de Warren Buffett qui dit "Don't bet against America", ne pariez pas contre l'Amérique. En fait, moi je veux être exposé aux États-Unis car au-delà d'être la première économie mondiale, c'est aux États-Unis que se trouvent les plus grandes entreprises mondiales, mais surtout les plus grandes entreprises de haute technologie, celles dont l'avenir paraît le plus prometteur. Et avec cet ETF, vous êtes exposé aux 500 plus grandes entreprises américaines de tous secteurs confondus,
y compris celles du secteur de la technologie des GAFA. Vous avez à l'écran la simulation d'un investissement de 10 000 $ sur la période de 2010 à aujourd'hui, ça fait 13,77% par an en moyenne. C'est à prendre avec des pincettes, les performances passées ne sont pas forcément les performances futures, mais c'est quand même un indicateur à avoir en tête. Sur l'Europe, alors j'ai pas pris un ETF basique qui réplique l'Europe dans son ensemble, comme par exemple le MSCI Europe que vous avez à l'écran. Principalement car en fait en Europe il y a une surreprésentation des secteurs traditionnels hors technologie, souvent des secteurs value et on pourrait dire un peu des secteurs du passé. C'est pour cette raison que j'ai préféré m'exposer directement aux actions européennes avec 2 ETF plutôt qu'un seul répliquant l'ensemble du marché. Pour l'Europe, j'ai donc choisi l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Travel and Leisure qui permet de s'exposer au secteur des loisirs et du voyage. Après plus de 2 ans où la plupart des gens n'ont pas pu voyager, ce secteur a de fortes chances de connaître un regain d'activité important qui va s'étaler sur plusieurs années. Et avec cet ETF, vous êtes exposé aux principaux acteurs du tourisme en Europe, que ce soit les compagnies aériennes, les plateformes de réservation, les hôtels ou la restauration, mais aussi au secteur du loisir, comme les jeux d'argent. Par exemple, il y a la Française des Jeux dans cet ETF. C'est un secteur plutôt indémodable. Le deuxième ETF que j'ai choisi sur l'Europe, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologie. Alors pourquoi la technologie ? À la différence des États-Unis où la technologie rime souvent avec publicité en ligne, Facebook, Google, etc., le secteur de la technologie en Europe est plus diversifié en termes de marchés finaux. Il regroupe des acteurs des semi-conducteurs, des logiciels d'entreprise, des SS2I, du cloud ou du tourisme, et cet ETF regroupe en réalité les acteurs les plus dynamiques de nombreux secteurs. C'est pour cette raison que je préfère m'exposer à l'Europe, notamment via cet ETF. Pour finir, le dernier ETF que j'ai sélectionné, c'est le Lyxor PEA-eau qui réplique l'indice World Water. Alors pourquoi l'eau ? En fait, voulant jouer la thématique de l'environnement, une des seules possibilités intéressantes qui s'offre à nous dans un PEA, c'est cet ETF qui permet de jouer spécifiquement la thématique de l'eau. Avec cet ETF, on n'investit pas dans l'eau en bouteille, mais on investit sur tous les acteurs cotés en bourse présents dans la distribution et le traitement de l'eau potable, mais aussi le traitement des eaux usées. C'est en théorie un secteur très défensif, on pourrait dire aussi essentiel, qui a de bonnes chances de connaître une dynamique porteuse sur les prochaines années, dans un contexte où l'eau reste une ressource essentielle pour l'humanité, et en plus une ressource qui pourrait devenir de plus en plus stratégique avec le réchauffement climatique. Cet ETF regroupe principalement des acteurs américains, mais aussi des acteurs européens et asiatiques. Avec ces 5 ETF, vous êtes donc exposé d'une manière relativement équilibrée à l'ensemble de l'économie américaine, mais aussi au secteur de la tech, aux pays émergents d'Asie les plus dynamiques, à l'Europe à travers le secteur du tourisme et du loisir et des technologies, et globalement au secteur du traitement de l'eau et de l'assainissement. Alors en regardant cette vidéo, vous êtes peut-être demandé pourquoi je n'ai pas parlé d'un ETF qui est souvent cité dans les portefeuilles d'ETF, c'est l'ETF World qui passe dans un PEA. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas trop cet ETF. Avec un nom comme ça, en fait, ETF Monde, on pourrait croire que vous êtes investi via cet ETF dans le monde entier. En réalité, c'est totalement faux. En fait, cet ETF est basé sur un indice, le MSCI World, qui est lui-même basé sur toutes les moyennes et grandes capitalisations de seulement 23 pays développés. Et en réalité, vous êtes investi à presque 70% dans des valeurs américaines, les 30% restants dans d'autres pays développés, principalement l'Europe et le Japon. Cet ETF a donc une très forte exposition aux États-Unis et aux pays occidentaux et une toute petite exposition à l'Asie. Il n'est donc pas du tout diversifié. Cet ETF il a affiché des bonnes performances sur les dernières années, principalement car il était porté par la performance des actions américaines. Et aujourd'hui, rien ne dit que sur les 10 prochaines années, les actions américaines vont continuer de surperformer le reste du monde et qu'il faut par exemple se passer de l'Asie. C'est donc pour ces raisons que je n'aime pas trop cet ETF qui est faussement mondial et que je préfère une allocation qui permet de s'exposer d'une manière assez diversifiée et plus directe aux 3 principales zones économiques dans le monde. Ce qui m'intéresse aussi, c'est selon vous, quels sont les ETF intéressants dans une optique de long terme. En fait, quels sont les ETF que vous achèteriez pour les 10 prochaines années? Vous pouvez me les mettre en commentaire. En attendant, moi je vous remercie beaucoup pour tous vos likes et vos commentaires, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.